Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, la thématique du jour est réduire l'empreinte environnementale des applications web et mobiles de santé. Comme d'habitude, vous recevrez le replay par mail dès la fin de la session. On le mettra également en ligne sur le site de l'ANS avec le support de présentation. Pour la présentation du jour et répondre à toutes vos questions, donc nous avons 4 intervenants aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, ils seront là pour y répondre et je leur passe la main dès maintenant. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Élodie, merci à tous ceux qui sont présents et à ceux qui vont encore venir. On est ravis en fait que vous soyez assez nombreux, que vous êtes inscrits, parce que c'est un sujet, vous l'avez compris, qui nous tient vraiment à cœur au sein de la DNS et de l'ANS. C'est en gros, bien sûr, on est pour le déploiement du numérique en santé et pour tous les bénéfices qu'il apporte, mais pas forcément pour les contreparties. D'où cette préoccupation sur la réduction de l'empreinte environnementale de l'ensemble du numérique en santé, avec un focus aujourd'hui sur les applications, qu'elles soient web ou mobiles, puisque comme vous le savez, au niveau des applications, il y a des candidatures au référencement dans le catalogue de services de mon espace santé qui nécessitent de passer à travers un certain nombre de critères, dont le calcul de son écoscore. Alors, je me présente, je m'appelle Brigitte Serroussi, et je ne peux pas passer à la slide d'après, alors qu'on l'avait vu tout à l'heure. Oui, c'est pas grave, je vais encore essayer la suivante. Voilà. Je me présente, donc je m'appelle Brigitte Serroussi, je suis directrice de projet à la délégation au numérique en santé. Ensemble avec Nathalie Bodinière, Thierry Lebouc et Richard Hanna, nous allons vous présenter ce webinaire. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter et on pourra après commencer. Donc, je te laisse la parole, Nathalie. Bonjour à tous, Nathalie Bodinière. Moi, je travaille à l'ANS, Agence du numérique en santé. Je suis responsable de projet et je copilote avec Brigitte Serroussi le groupe de travail sur la sobriété numérique. Thierry ? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Thierry Lebouc, je suis le dirigeant cofondateur de Greenspector et nous accompagnons l'ANS et le ministère sur le déploiement de la solution EcoScore, voilà, sur son développement et la mise à disposition de cette plateforme pour les mesures. Merci beaucoup. Richard ? Richard Hanna, je suis chargé de mission interministérielle numérique éco-responsable. En plus court, ça fait MINUMECO. C'est à la direction interministérielle du numérique. Plus court, ça fait DINUM aussi. Voilà, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur une citation reprise du rapport sur l'impact environnemental du numérique en santé que le groupe de travail qui est dédié au sein de la délégation ministérielle avait publié en mai 2021. Donc, sur le fait qu'agir sur la prévention des maladies et sur la santé passe par la diminution de notre empreinte carbone. Alors, comme je l'ai dit au début, la solution, c'est pas de limiter le recours au numérique en santé ou de limiter les soins, mais d'aller vers un numérique en santé responsable, impliquant une réflexion en profondeur sur nos réels besoins et une lutte contre toute forme de numérique inutile. Donc, en gros, il n'y a pas de petits pas, il n'y a que collectivement des pas qui s'additionnent. Et donc, c'est ensemble et collectivement que nous devons faire évoluer nos comportements alignés dans un objectif commun d'agir pour la planète. Du coup, je reviens sur l'introduction de ce webinaire avec des éléments de contexte sur ces travaux. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, tout ce qui est impact environnemental du numérique en santé, c'est complètement intégré dans la feuille de route du numérique en santé conduite par la délégation. C'est intégré au niveau de l'éthique, puisque finalement, la préoccupation de l'impact environnemental, c'est une des dimensions de l'éthique, en tout cas telle que l'a définie la cellule éthique du numérique en santé, que j'ai le plaisir de piloter. Donc, en fait, cette cellule, elle travaille sur plein de dimensions de l'éthique, en s'adressant à tous les publics. On fait des films d'animation grand public avec des journées régionales de l'éthique du numérique en santé. On fait des référentiels éthiques
l'éthique des applis de santé, donc dont on va un peu plus parler aujourd'hui avec l'EcoScore, l'éthique des systèmes d'information hospitaliers, des logiciels de gestion de cabinet et des établissements ESMS. On fait aussi, et on a publié un rapport au début de 2022, des recommandations de bonnes pratiques pour une éthique by design en IA. Et puis on fait, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on fait des écoscores. Un écoscore pour les applis de santé dont on va vraiment beaucoup parler aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a aussi un écoscore pour les systèmes d'information hospitaliers qui a vocation à rentrer dans la grille des critères de la certification Maturin. Et puis on fait aussi des guides pour lutter contre les fractures numériques. Parce que pour nous, en fait, l'éthique, c'est l'inclusion numérique, la transparence sur les traitements et tout ce qui est de problèmes liés au consentement. C'est aussi un regard sur l'IA pour qu'elle soit une IA de confiance et éthique. Et puis, il y a ce chapitre sur tout ce qui est impact environnemental et développement durable. Là, on vous a mis la couverture du rapport et quelques petits aperçus de ce que vous allez voir aujourd'hui avec la page d'accueil de la plateforme du service EcoScore, une page un petit peu quand on a commencé la démarche de calcul de son EcoScore, et puis sur l'intérêt en fait des médias et de la presse sur ce sujet qui était vraiment confidentiel quand il y a 3 ans, on a créé le groupe de travail sur le développement durable et l'impact environnemental du numérique en santé. Donc, je laisse la parole aux experts qui vont vous présenter le sujet et en premier lieu à Nathalie Baudinière. Merci Brigitte. Donc moi, je vais vous présenter le service EcoScore, donc le service qui permet de calculer plusieurs indicateurs. Alors, j'ai perdu les slides. Voilà, merci. Plusieurs indicateurs que sont l'EcoScore, d'une part, et puis un certain nombre d'indicateurs de l'empreinte environnementale. Et ce service EcoScore donc, est destiné aux éditeurs d'applications web et mobiles de santé. Je vais vous en parler. Alors, dans un objectif d'accompagner les éditeurs et les acteurs autour du numérique dans leur démarche d'éco-responsabilité, la DNS et la DNS ont construit un service qui s'appelle l'EcoScore, qui est mis à disposition donc, des éditeurs web et mobiles, d'applications web et mobiles de santé pour calculer l'impact environnemental de l'utilisation des applications. Donc ce service, il rentre dans une démarche on va dire, d'amélioration par la mesure. Et cet EcoScore est donc un critère obligatoire dans le référencement des applications web et mobiles dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Cet EcoScore, c'est un service que je vais présenter tout à l'heure. Je pense que certains d'entre vous qui assistez aujourd'hui au webinaire le connaissent déjà. Donc, je vais aller assez vite, mais en dire quand même l'essentiel pour qu'on puisse en tirer, comprendre ce qu'il apporte, les bénéfices et les informations qu'il propose et qu'il produit et qui permettent ensuite, sur cette base, de s'améliorer et de lancer des démarches concrètes et opérationnelles pour améliorer l'impact environnemental de l'application. Juste un petit mot pour les éditeurs qui n'utiliseraient pas aujourd'hui cet EcoScore et qui souhaiteraient le faire. Ce service est plutôt à mettre entre les mains de personnes qui ont un profil technique, puisqu'on va vous demander, je vais en parler tout à l'heure, de décrire le parcours utilisateur d'un usager dans l'application. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Quelques éléments sur la méthode. C'est important quand même de savoir d'où vient cet EcoScore. Cet EcoScore, ce service, il s'appuie sur une solution qui est proposée par GreenSpector. Donc Thierry Lebouc représente GreenSpector aujourd'hui et pourra aller plus dans les détails de l'exploitation des résultats qui sont fournis par ce service. Donc, il s'appuie sur cette solution et l'ANS et la DNS ont construit sur la base de cette infrastructure et de ce modèle produit par GreenSpector un portail web qui permet d'une part de comprendre comment fonctionne cet outil,
de s'en emparer, d'être guidé dans le calcul des différents indicateurs et puis surtout de consulter les différents résultats, éco-scores, indicateurs que fournit le service. Au niveau de la méthodo, ce service est conforme et compatible avec les normes ISO 14040, donc ça permet d'avoir un résultat qui suit un certain nombre de standards et qui donc permet de récupérer un résultat que vous pouvez ensuite réutiliser dans vos démarches de RSE par exemple et notamment d'impact environnemental. Les résultats qui sont fournis vous donnent une idée de l'impact environnemental de l'usage de l'application par un utilisateur à un moment donné et va prendre en compte au niveau du périmètre à la fois la fabrication et l'utilisation de tous les équipements qui sont impliqués dans la chaîne pour rendre le service de votre application. Donc du terminal qu'a l'utilisateur en main, en allant jusqu'aux serveurs qui rendent le service, en passant par les équipements réseau. Juste un petit bémol, on ne va pas prendre en compte la fabrication des équipements réseau. C'est le seul bémol. Comment ça fonctionne? On verra tout à l'heure en détail, c'est important de le comprendre pour bien comprendre la nature des résultats qui sont fournis. Les calculs qui vont être élaborés pour fournir les résultats et les indicateurs vont s'appuyer sur des mesures. Donc, on va mesurer concrètement un certain nombre de paramètres sur des terminaux physiques réels, en conditions réelles, pendant qu'on utilise l'application. Pendant l'utilisation de l'application, selon un parcours qui est le plus complet possible et le plus représentatif possible que l'usager lambda qui peut utiliser l'application en question. Donc, c'est pour ça qu'on conseille notamment de mettre cet outil entre les mains d'un profil technique qui sera capable de décrire le parcours de l'utilisateur dans l'application. Donc, sur cette base-là, il y a un certain nombre de modélisations, donc notamment compatibles avec la CV dont on parlait tout à l'heure, les normes ISO 14040, qui permettent de calculer 2 types d'indicateurs. On verra par la suite lesquels ils sont, et on rentrera dans les détails parce que c'est ce qui nous intéresse finalement, ces indicateurs et ces résultats qui sont donnés par ce service. Donc, dans les 2 grands types d'indicateurs, on aura l'éco-score, qui est un indice de sobriété environnementale de l'application, qui est normalisé, qui permet une comparaison entre applications ou au cours du temps pour une même application. Et puis des indicateurs plus usuels, cette fois-ci de l'impact environnemental, que sont la consommation d'eau, la consommation de ressources, et puis les émissions de gaz à effet de serre. Alors, au niveau pratique, cet éco-score donc, se base sur un certain nombre de mesures, et ces mesures donc, sont prises sur des terminaux pendant qu'on utilise l'application. Les mesures, elles vont être prises tout au long d'un parcours utilisateur. Donc, concrètement, ce qu'on demande à l'utilisateur du service EcoScore, c'est 3 étapes globalement. Une première étape qui est la mise en place de l'environnement pour qu'on soit capable de faire les mesures. La deuxième étape, qui est l'étape la plus structurante, ça va être de définir un scénario, un parcours utilisateur dans l'application qui soit assez représentatif et qui ait le plus d'étapes possibles pour avoir un des scores les plus détaillés possibles. Et puis la troisième étape, c'est lancer les mesures pour avoir ses résultats, son éco-score et les indicateurs d'impact environnemental. Je vais rentrer juste petit détail sur l'étape 2 pour, j'espère que c'est assez lisible, ce slide qui concerne quand même pas mal de copies d'écran. Donc, dans l'étape 2, il s'agit de décrire le parcours de l'utilisateur dans l'application. Et tout au long de ce parcours, de façon automatique, des mesures vont être prises pour calculer les différents facteurs, les différents impacts, les différents indicateurs d'impact environnemental. Ici, pour vous faire comprendre un petit peu cette mécanique,
j'ai représenté un parcours utilisateur dans l'application EcoScore elle-même. Donc, peu importe, j'aurais pu prendre tout autre exemple, juste pour faire comprendre qu'ici, on a un enchaînement d'écran qui s'enchaîne selon les clics de l'utilisateur, les saisies dans des formulaires. Donc, ce parcours utilisateur, il est structuré en général, bien sûr, par ces enchaînements d'écran ou de pages ou de saisies. Et on va prendre des mesures tout au long de ce parcours-là. Donc ici, par exemple, on a un chargement d'une page d'accueil. On va cliquer sur un bouton qui permet d'afficher des informations. La deuxième étape, ce sera une lecture par l'utilisateur de ces informations. L'utilisateur va cliquer sur un bouton pour arriver sur une deuxième page qui apporte elle aussi des informations. L'utilisateur va cliquer à nouveau et arriver sur un formulaire. Cette fois, il va saisir des informations dans un formulaire. On enchaîne comme ça. Nous, ce qu'on appelle ici notre parcours utilisateur, c'est l'enchaînement de ces différentes étapes, c'est-à-dire l'enchaînement de ces différents écrans. Donc une étape, ça peut être par exemple le chargement d'un premier écran, donc le clic sur le bouton et puis l'apparition de l'écran. Une étape ici, ce sera par exemple la saisie d'informations dans un formulaire par l'utilisateur. Ça pourrait être également, ici c'est l'étape 2, la prise de connaissance d'informations par un utilisateur. Ça aussi, ça peut être une étape. Donc tout ça pour illustrer le fait que tout au long de ces étapes, de ces différentes interactions avec l'utilisateur, on va prendre des mesures. Et ces mesures vont nous permettre de calculer un certain nombre d'indicateurs qui sont détaillés à la maille de l'étape. Différentes mesures qu'on va prendre, on les a synthétisées ici. On va prendre en gros un certain nombre de mesures qui vont nous permettre de calculer en gros 3 grandeurs, que sont l'énergie, la performance et les données, pour chaque étape, tout le long du parcours de l'utilisateur. Alors pourquoi on a choisi ces 3 grandeurs? On a choisi ces trois mesures parce que finalement, elles correspondent aux principaux facteurs d'impact environnemental de l'application, de l'utilisation de l'application. L'énergie, elle va plutôt traduire la pression du logiciel sur l'équipement, c'est-à-dire l'effet de l'utilisation de l'application sur le vieillissement de la batterie et donc du terminal et donc son renouvellement. La performance, elle va plutôt traduire la contribution de l'application, de l'utilisation de l'application à l'usage global du terminal également, puisque plus on va passer de temps, plus l'application va être longue à utiliser, plus on va passer de temps sur cette application, donc plus l'application aura une part importante dans l'usage du terminal. La performance va aussi être un facteur qui va traduire la sobriété d'utilisation de l'application. Je m'explique, c'est peut-être pas très clair, donc j'essaie une autre explication. Plus l'application va être lente, plus l'utilisateur va être amené à retenter, réappuyer sur recliquer, recharger les pages, ce qui va induire des requêtes, et ces requêtes elles-mêmes vont avoir un impact sur toute la chaîne de matériel entre le terminal et le serveur. Et enfin, les données, elles vont traduire l'impact de l'utilisation de l'application sur les équipements réseau et serveurs. Donc, c'est important de capter ces différents paramètres, puisque eux-mêmes, c'est eux qui sont à l'origine de l'impact environnemental de l'utilisation de l'application, via ce qu'ils induisent sur les différents équipements. Au niveau des résultats, on a 2 types d'indicateurs, comme je l'avais dit, l'EcoScore et puis des indicateurs d'empreinte plus classiques, d'empreinte environnementale plus classique. L'EcoScore, donc, il va être calculé directement à partir des 3 grandeurs qu'on a vues tout à l'heure. L'EcoScore global, c'est quelque chose qui varie de 0 à 100. Plus on est proche de 100, mieux c'est.
il est normalisé, c'est-à-dire qu'il va être ramené à une interaction, une étape, comme on l'a vu tout à l'heure, unitaire avec l'utilisateur. Donc on a vu ce que c'était une étape, ça peut être saisie d'informations dans un formulaire, un chargement de page, une lecture d'informations sur une page, des choses comme ça. Donc l'EcoScore, il est normalisé. Du fait qu'il soit normalisé, on va pouvoir l'utiliser comme quelque chose, un indicateur qui sera comparable d'une application à l'autre. C'est cette qualité d'indice qui nous permet de comparer les choses. Alors après, il est clair qu'on aura plus de difficultés à comparer des applications qui ne font pas la même chose, parce que ce n'est pas très pertinent de le faire. Et pour des applications qui ont un fonctionnel assez similaire, ça va nous donner un indice important de la sobriété de l'application. Et donc cet EcoScore, on peut l'avoir par, on va dire, facteur, comme on l'a vu tout à l'heure, par mesure. Donc on va l'avoir pour l'énergie, c'est celui qui est au milieu ici, c'est peut-être pas très visible, pour la performance et pour les données transférées. Et on verra sur le slide suivant tout à l'heure qu'on l'a également pour chaque étape. Et enfin, on a également les indicateurs plus usuels d'empreinte environnementale, que sont les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la surface de terre mobilisée. Ici, on est sur l'empreinte globale de l'utilisation de l'application, c'est-à-dire un utilisateur utilise l'application, l'utilisation de cette application par cet utilisateur équivaut à tant d'émissions de gaz à effet de serre, mobilisation de surface de terre ou d'utilisation de consommation d'eau. Donc là, on est sur l'empreinte de l'utilisation de l'application, sur le parcours global de l'application, qu'on a défini tout à l'heure, alors que l'EcoScore, c'est vraiment ramené, c'est quelque chose de normalisé qui est ramené à une interaction unitaire. Et enfin, outre ces scores et ces indicateurs plus globaux, on a des choses détaillées, où ici, on va avoir des scores pour chacune de nos mesures, performance, données et énergie, étape par étape. Donc, pour chaque enchaînement d'écran, pour chaque saisie de formulaire, pour chaque étape telle qu'on les a vues tout à l'heure, on va avoir de façon précise la contribution à la consommation d'énergie, au transfert de données et à la performance, ce qui nous permet de détecter assez rapidement les étapes qui vont être le plus impactantes et pourquoi elles le sont. Ici, donc sur cette petite partie de l'écran où on a le score énergie, on voit qu'en bas, ici, on a les étapes qui vont dépenser le plus d'énergie. On peut avoir une étape qui dépense beaucoup d'énergie et puis qui a une bonne performance, par exemple. Donc ça va nous aiguiller sur des actions concrètes qu'on pourra réaliser pour améliorer le score et l'empreinte environnementale de l'application, qui vont ensuite pouvoir nous inspirer des choix techniques, des choix de code, d'ergonomie, des actions opérationnelles à réaliser sur telle et telle étape pour jouer sur ces différents facteurs et faire baisser l'empreinte globale. Et ça, c'est ce que l'on verra tout de suite après grâce à l'intervention de Thierry Lebouc. Et on va rentrer dans les détails de ces différents cas d'usage qui peuvent se produire et comment exploiter ces différents résultats dans des démarches concrètes d'amélioration. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer la main à Thierry. S'il y a des questions, mais je vois qu'il y a s'il y a peut-être une question dans le chat, je vais la prendre maintenant parce qu'il n'y en a qu'une, sinon j'y répondrai au fur et à mesure. Donc, il est posé comme question pour les ESMS, existe-t-il un flyer qui reprend les obligations de notre inscription à la sobriété énergétique versus utilisation SI? Alors c'est une question pour moi, ça, je crois. Oui. Eh ben, parce que j'ai parlé au début des différents groupes de travail. Enfin, je crois. Hein, maintenant, voilà. En tout cas, moi, je vous propose ma réponse. Et puis, Nathalie, tu pourras
compléter si tu le souhaites. Il y a un groupe de travail effectivement qui est en charge d'élaborer des critères de l'éthique des SI ESMS. Donc parmi ces critères, comme je l'ai dit au début, il y a plusieurs chapitres, hein, et il y a un chapitre qui est dédié effectivement éco-conception, sobriété numérique et tout ce dont on a parlé ici. Alors pour l'instant, en gros, on est en cours de finalisation. Il n'y a pas donc de flyers qui reprennent les obligations des éditeurs de ces systèmes d'information. Mais si vous souhaitez, on peut vous envoyer, dès que les critères sont prêts, une première version sur laquelle vous serez invité à réagir. Et alors là, effectivement, vous allez voir, il y a un éco-score qui est celui qui a été développé pour les établissements. Et puis, il y a un certain nombre de critères qualitatifs sur la caractérisation de l'engagement dans la sobriété numérique et dans l'éco-conception. Voilà, donc ça, moi, c'était ma réponse. Nathalie, je te laisse la parole pour un complément de réponse. Alors, j'ajouterais juste que l'outil qu'on montre aujourd'hui, là, qui est plutôt l'éco-score des applications web et mobiles, ce n'est pas tout à fait la même approche que l'empreinte environnementale d'un SI. On peut également l'utiliser pour des applications du monde médico-social. Alors, j'ai fait une bêtise en répondant, donc je ne sais pas, je voulais continuer puisque je comprends que Madame Philippe, vous êtes intéressée par effectivement avoir ces informations et vous posez la question sur l'opposabilité. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas opposable, mais comme tous les référentiels, que ce soit les référentiels de sécurité, d'interopérabilité, les référentiels éthiques qui vont rejoindre en tant que pilier de la feuille de route numéro 1 tout ce qui caractérise la santé numérique, ils ont vocation à l'être, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Voilà. Et je crois que pour l'instant, sauf s'il y a d'autres questions, ce que je ne vois pas, on va pouvoir enchaîner. On passe la parole à Thierry. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc moi je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail et comment finalement on utilise cet outil EcoScore pour bien sûr se mesurer, interpréter et puis passer à l'action. En introduction de ce chapitre-là, ce qu'on peut dire, c'est que la mesure, elle va vraiment contribuer à plusieurs objectifs. À la fois, bien sûr, elle permet de se situer, se donner ses métriques et pouvoir se comparer aussi par rapport à dans le temps, puisqu'on peut avoir plusieurs évolutions de son éco-score en fonction des plans d'action, mais aussi de l'évolution de l'application sur son périmètre fonctionnel et technique. Elle permet également de rentrer dans une logique d'amélioration, puisque l'objectif, c'est de pouvoir voir un peu ses points de faiblesse, où sont je dirais mes enjeux sur les parcours, donc pouvoir détecter finalement les points de surconsommation et pouvoir regarder ce qu'on peut y faire. Et donc, on va pouvoir quelque part rentrer dans l'action avec cet outil, même si bien sûr des outils complémentaires, des bonnes pratiques à mettre en œuvre, etc., vont être utiles et Richard nous en reparlera. En introduction, moi, je vais effectivement, et pour prendre un cas concret, je vais vous parler finalement du portail EcoScore qu'on a bien sûr fait passer dans la moulinette de mesure du portail EcoScore pour regarder un petit peu comment se comportait l'application. Et on l'a bien sûr mesuré. Sur cette mesure, et également en introduction et en point clé, ce qui est important de voir, c'est que derrière, on va avoir des axes d'analyse et bien sûr d'amélioration d'action qui vont être de différents niveaux. On va pouvoir effectivement avoir des analyses pour se poser des questions sur le fonctionnel, challenger finalement la fonctionnalité, son utilité, sa complétude, etc., etc. L'ergonomie, comment finalement je fais naviguer mon utilisateur, son contenu, est-ce que les contenus que j'ai identifiés sont intéressants, apportent quelque chose, mais sont aussi optimisés,
dans le parcours de l'utilisateur, dans son, on va dire dans ses formats, dans sa taille, etc. Mais aussi tout ce qui est graphique. Parfois, il y a des animations, il y a dans la navigation ou dans le visuel de mon interface. Et puis, bien sûr, sur la partie technique, sur lequel on va aussi, bien sûr, pouvoir jouer à la fois sur les composants qu'on intègre, qu'ils soient des composants maîtrisés ou des services tiers extérieurs, mais également je dirais, du code qui va permettre d'assembler l'ensemble des éléments dans les pages et sur les traitements côté serveur. Donc ici, on va prendre le cas du portail EcoScore. Moi, je vais vous proposer de naviguer, de voir comment on pourrait analyser les résultats finalement qui correspondent à ce portail EcoScore que nous avons développé, donc GridSpector pour l'ANS, pour effectivement répondre aux enjeux d'interface pour les utilisateurs. Alors effectivement, quand on a un EcoScore, déjà c'est de savoir où on se situe. Hein. On est au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. Ça nous apporte, on va dire, un premier niveau. C'est une valeur qui est sur 100, donc qui est une valeur, on va dire, sans unité particulière, mais qui va permettre déjà au moins de savoir est-ce que je suis plutôt du bon côté déjà ou du mauvais côté, on va dire, si je devais le dire aussi simplement que ça. Par contre, ça peut refléter un score comme celui-là, comme c'est finalement l'agrégation de 3 éco-scores qui sont dessous, on va dire, la performance, l'énergie et la donnée. Forcément, on peut avoir des grandes disparités. Donc, attention, forcément, quand on a un éco-score, on n'est pas sur une mesure, on est sur une projection des mesures qu'on a pu réaliser. Et donc, forcément, il y a forcément des biais d'analyse. Donc, attention, effectivement, à avoir un biais d'analyse qui reprend bien le détail qui est dessous. C'est un premier élément, mais qui ne se suffit pas. Donc derrière, on va pouvoir bien sûr regarder les 3 éco-scores, ou on va dire les 3 métriques qui ont contribué à cet éco-score. Si je regarde ici, par exemple, la performance, eh bien, elle est plutôt correcte, plus, on va dire, puisqu'on a un score de 74. Si je regarde l'énergie, là, je vois que je suis on va dire, plutôt en dessous de la moyenne, donc il y a des choses à faire. Ça veut dire aussi, quand j'interprète cette valeur, c'est que la plupart des étapes qui sont sous-jacentes à cet éco-score, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est un ensemble d'étapes qui allaient contribuer à cet éco-score de l'énergie, ça veut dire que la plupart des étapes contribuent à un score en dessous de la moyenne et que les étapes qui sont au-dessus de la moyenne, il peut y en avoir, en tout cas il y en aura probablement, celles-ci ne permettent pas de rattraper un score médian, on va dire à 50 par exemple, si on essaye d'atteindre de la moyenne sur cet éco-score. Quand je regarde les données, c'est le meilleur éco-score, mais là également, point de vigilance, la donnée, elle peut montrer une disparité. On peut avoir des étapes qui ne consomment pas de données et on peut avoir des étapes qui vont consommer beaucoup de données. Donc ça, c'est pour donner, on va dire, un overview, on va dire, de la data qui est juste derrière et comment on l'interprète. Sur les projections, puisque là, on a parlé finalement des mesures qui sont liées à des étapes, et donc avec une projection d'éco-score, évidemment. Ici, on va parler des métriques globalement sur le parcours qui a été réalisé. Donc, on va avoir des consommations d'énergie, des données transférées, des pourcentages d'utilisation du processeur, donc l'unité de calcul qui est en local côté utilisateur, donc tous les calculs qui vont permettre de fabriquer en local la page et d'assurer les contrôles, et aussi d'assurer le dynamisme, la navigation et certains éléments de la page, vont vous permettre effectivement de calculer le pourcentage de puissance machine qui est alloué, on va dire, à cette page. Et donc, derrière, ces scores sont, on va dire, forcément difficiles à qualifier, hein, mais en tout cas, ça donne des métriques et ça permettra aussi de les suivre dans le temps. L'interprétation est difficile, mais ça permet, par exemple, de savoir que sur le parcours que j'ai utilisé, je vais avoir 2 mégas environ qui sont utilisés sur les données, qu'en moyenne, j'utilise 4% de la CPU uniquement pour mon parcours sur le poste de travail avec le navigateur intégré. Donc, ça me donne déjà des éléments, on va dire, de repères, qui sont des éléments tangibles, des flux, donc des indicateurs qui sont des données non calculées, mais mesurées. Donc, c'est intéressant de savoir que toute l'analyse qui est derrière va partir de ces données. Et donc, voilà, en interprétation, ici, on a une première tendance. Et ensuite, les 3 indicateurs que vous avez derrière sont uniquement des indicateurs de projection qui vous permettent d'avoir des points de repère en disant, voilà, si je devais comparer mon parcours de 1,4 g d'équivalent CO2 pour faire l'ensemble de mon parcours en termes de projection, ça me permet, pourquoi pas, de le comparer par rapport à un nombre de kilomètres de voitures ou de trains, etc. Donc, ça permet d'avoir
on va dire, des points de repère par rapport à des unités du système international ou on va dire des unités de valeur qu'on maîtrise un peu mieux dans la vie de tous les jours en termes d'impact. Idem, effectivement, ici, vous avez une autre partie qui va vous permettre de vous comparer sur les 3 indicateurs environnementaux, puisque vous allez pouvoir vous situer. Alors, c'est un élément, bien sûr, de travail, sachant que chaque parcours est différent. Vous allez avoir parfois plus d'étapes sur certains parcours que d'autres. Donc, attention à cette comparaison. Elle vous donne simplement on va dire, une idée de la manière dont vous êtes impactant. Est-ce que vous vous situez parmi ceux qui consomment le moins ou qui impactent le moins sur ces indicateurs environnementaux, ou est-ce que vous êtes plutôt au-dessus? Vous allez aussi avoir la part, la représentation je dirais des impacts côté matériel, donc la phase de fabrication associée au matériel, et la phase d'usage en elle-même, par exemple, l'énergie consommée en phase d'usage notamment, qui va être ici reprise. Donc, on va pouvoir faire cette différence sur les 3 indicateurs. Ici, ce sont des indicateurs qui ne vont pas nous permettre de rentrer dans une analyse fine, mais qui vont pouvoir permettre de se situer par rapport à un ensemble d'acteurs et aussi se situer dans le temps, puisque forcément, si vous avez une nouvelle version, vous pourrez vous comparer sur ces mêmes indicateurs. Si je rentre un peu plus dans l'analyse, en fait, ici, donc en prenant le premier niveau, donc là, on va descendre d'un niveau. On avait la vue globale avant des indicateurs. Ici, on va descendre sur le niveau indicateur par indicateur, donc la vue indicateur de performance, sur laquelle, ici, on va descendre aussi au niveau de chaque étape et de savoir comment elle contribue. Donc, le scoring qui est en vert foncé va donner un maximum de points et le scoring en rouge foncé va donner le moins de points finalement à chaque étape, qui vont toutes ces étapes vont contribuer ou concorder un score sur cet indicateur donc de performance. Ici, ce qu'on peut voir si on fait une analyse rapide, on voit que la plupart des pages ou des étapes sont sous contrôle de performance. Elles sont entre 1 et 3 secondes, on va dire, et donc elles sont plutôt dans des temps de performance qui sont, on va dire, jugés acceptables côté utilisateur. Donc, il faut effectivement se dire que c'est plutôt correct pour ces étapes. Néanmoins, il faudra effectivement s'assurer qu'on n'a pas une consommation forte d'énergie associée à cette performance, parce que on peut très bien avoir une étape qui se passe assez rapidement, mais derrière avec une consommation d'énergie qui peut être très forte. Donc il faudra effectivement derrière croiser les indicateurs pour voir si ces étapes performantes ne donnent pas lieu à une consommation par ailleurs très forte. Il y a aussi des étapes qui, elles, consomment davantage. Donc ici, on a plutôt des étapes qui sont des étapes d'action. Donc on sait pourquoi elles consomment plus, parce qu'il y a aussi plus d'intelligence embarquée. On va remplir des formulaires qui vont demander aussi plus de temps. Donc le temps est représentatif finalement de l'interaction qu'on va avoir avec l'utilisateur. Le chargement d'une page, on est sur quelque chose qui va finalement afficher des éléments qu'il a demandé, qu'on va construire pour lui. Par contre, une interaction, il va remplir un champ, il va jouer avec des éléments qui sont dans la page et potentiellement, il peut y avoir ici des temps qui s'allongent, puisque le temps de saisir un champ, un deuxième champ, un troisième champ, eh bien, on va avoir ici une interaction qui va durer et qui va faire que, d'une certaine manière, on va avoir des actions qui vont être aussi plus longues en termes d'utilisation et d'usage utilisateur. Donc l'objectif sur la performance, c'est de passer le moins de temps possible, donc de guider l'utilisateur, pourquoi pas dans sa saisie, de lui donner des éléments, pourquoi pas de pré-remplissage. On pourrait avoir des éléments qui facilitent la saisie ou la recherche, notamment une autocomplétion un peu élaborée quand on est sur des fonctions de recherche, en tout cas pour finalement l'aider à améliorer, on va dire, le temps qu'il va passer sur ses actions pour améliorer son score de performance. Si je descends sur la vue énergie, ici, je vais aussi avoir des constats à peu près similaires. Donc là, on voit qu'il y a des étapes. Alors, il y a 2 constats qu'on peut faire sur cette page du portail, qui est la page qui sont l'ensemble des étapes de mon parcours. On va avoir des étapes qui sont sans interaction ou de lecture, qui sont ici sous contrôle. C'est toutes les étapes de pause. C'est-à-dire que je fais une pause qui pourrait satisfaire un besoin de lecture de quelque chose. C'est une pause réalisée sur un écran et s'assurer que cet écran, quand il n'est pas utilisé dans son interaction, son chargement, eh bien, ne consomme rien ou le moins possible. Donc ici, la barre en grise que vous voyez tout en haut, c'est effectivement l'énergie qui est consommée sur on va dire une référence
de consommation sur le device de l'utilisateur, donc qui est le browser, le navigateur qui est chargé mais sans affichage d'une page, alors qu'effectivement les 2 étapes que vous voyez en vert derrière sont globalement sous contrôle puisqu'elles consomment quasiment rien quand on est sur la page et que finalement on l'affiche et on la regarde, on la lit d'une certaine manière. Donc on pourrait dire que l'exigence de sobriété est correctement remplie puisqu'on a une consommation qui est faible. On pourrait bien sûr s'améliorer puisqu'il y a une étape qui est dans le vert clair et donc il y a du potentiel pour encore, pourquoi pas, aller chercher du vert foncé sur cette étape de pause ou de lecture. Après, il y a toutes ces étapes qui sont, on va dire, dans le orange ou dans le rouge, qui font que d'ailleurs le score énergie tout à l'heure était plutôt en dessous de la moyenne. Et effectivement, ici, on voit que toutes ces étapes de chargement et d'action, on est dans un navigateur, on est dans une logique navigationnelle avec un certain nombre de composants qui sont chargés dans l'application, qui vont consommer. Et donc ici, la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de toutes les fonctionnalités sur la page? Est-ce qu'il n'y a pas des traitements qui sont inutiles ou qui pourraient être peut-être demandés par l'utilisateur au besoin dans sa navigation plutôt que de le faire par défaut. Voilà. Il y a un ensemble d'analyses qu'on pourrait avoir ici pour voir, puisqu'on voit que la plupart de ces étapes d'interaction ont une consommation qui est non négligeable. C'est vrai qu'ici, on a de l'interaction, on a un certain nombre de mécanismes à l'intérieur, on a des éléments qui permettent de représenter graphiquement des indicateurs. Donc forcément, on intègre une intelligence de calcul, de représentation graphique. Donc il y a une exigence, on va dire, du besoin. À voir comment, pour certaines parties, on pourrait améliorer techniquement, on pourrait, pourquoi pas, donc réduire le besoin fonctionnel ou le traduire à sa juste valeur. Mais quand on a ces éléments, on peut effectivement commencer à se poser des questions et on pourrait peut-être commencer par les pages ou les étapes qui consomment le plus. Ici, sur un autre indicateur qui est l'indicateur de données, on peut voir que cet indicateur est plutôt bon, mais il y a des disparités très fortes. On va avoir, pour une grosse partie des étapes qui sont dans le parcours, des étapes qui ne consomment aucune donnée, voire très peu, mais très très peu de données. Donc c'est plutôt une bonne gestion de la donnée sur l'ensemble du parcours. Ce qui se passe derrière, c'est que globalement, on va charger très en amont dans la page d'accueil après connexion un ensemble d'éléments qui vont me permettre de réaliser ma navigation par la suite. Et donc, tous ces éléments qui sont mis en facteur ou en cache pour l'ensemble de ma navigation, eh bien, on ne les voit plus transparaître dans la plupart des étapes, sachant qu'ils ont été utilisés sur la page d'accueil, d'arrivée, et qu'ils seront réutilisés puisqu'ils auront été au moins chargés une fois en local et qu'on pourra les utiliser dans le reste du parcours. Donc ça, c'est aussi, à partir du moment où on sait qu'il va y avoir un parcours dans l'application, il est plus intéressant de charger probablement plus de choses qui vont être mises en facteur pour l'ensemble de la navigation. Donc ici, effectivement, on voit que du coup, il y a quelques étapes sur lesquelles on a des consommations de données. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire sur toutes les autres étapes qui consomment quelques octets par page, ou en tout cas quasiment rien. Mais le gros endroit sur lequel on va se concentrer et qui contribue bien sûr à ces 2 étapes qui sont dans le rouge foncé, pour encore améliorer ce score sur la donnée, c'est de se dire, mais est-ce que je peux réduire la volumétrie de données que je charge dans ces pages pour potentiellement travailler sur cette étape, sur mon EcoScore et donc sur cette étape. Donc ici, voilà comment, en tout cas, on peut interpréter ces sujets. Donc, on voit que globalement, ces 3 indicateurs m'ont permis de voir quelles étaient les étapes qui étaient à travailler, en tout cas celles qui sont les plus intéressantes, notamment sur la donnée. Donc, on va se dire, effectivement, si je veux améliorer mon EcoScore, mais aussi réduire mon impact, que je regarde la data, c'est sur cette étape-là que je dois en priorité travailler. Donc, c'est là où je dois mettre des moyens, c'est là où je dois peut-être me poser des questions fonctionnelles, des questions techniques pour effectivement voir comment je peux réduire cet impact. Et puis, on va avoir la même question sur l'énergie, sur la performance. Ici, on voit que les étapes qui sont consommatrices en données sont aussi des étapes qui consomment en énergie. Donc, on va avoir
la possibilité de rentrer dans le détail pour voir qu'est-ce qu'on peut faire finalement sur ces étapes qui consomment à la fois beaucoup de données et beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est de travailler sur cette page qui va être la page où on se connecte avec l'ensemble des indicateurs et des tableaux de bord sous-jacents quand on va arriver sur la page. Et donc derrière, on a mesuré, on a regardé, on a été un peu dans le détail en disant, voilà, cette page, elle est importante, il faut l'analyser, il faut regarder ce qui se passe, on a beaucoup de données. Quelle est cette donnée? Donc là, on est sorti bien sûr de l'outil qui est en ligne. Hein. On pourrait imaginer que demain, on ait d'autres indicateurs qui vont un peu plus loin dans le détail pour voir comment on peut optimiser les pages en termes de données, en termes de performance, en termes de consommation d'énergie. Ici, sur la data, on voit que la plupart des impacts sont liés à des fichiers non pas d'images, même si les images représentent une partie importante, c'est effectivement sur des fichiers de scripts donc qui vont permettre de générer l'intelligence qui est embarquée dans les pages, les graphiques, les contrôles, un certain nombre d'éléments qui sont des fichiers chargés. Il y a également des éléments qui sont liés à l'agent conversationnel, donc des services externes. Donc, il y a un outil qui s'appelle CRISP qui est intégré pour pouvoir apporter du support à l'utilisateur qui en a besoin pour finalement pouvoir faire ses analyses. Donc, d'une certaine manière, cet outil, même s'il est utile, il a aussi un impact. Et donc, une des questions qui pourrait se poser, c'est est-ce que demain, on pourrait, pourquoi pas, le charger à la demande de l'utilisateur. J'ai besoin, à un moment donné, d'interagir. Je pourrais, à la demande de l'utilisateur, afficher, en tout cas charger cet élément conversationnel pour pouvoir avoir un support interactif. Donc voilà des pistes d'optimisation. Hein, celui-là est plutôt assez simple. On pourrait dire j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin. Donc, et quand j'en ai pas besoin, comme ça, je le charge pas. Donc ça pourrait être une idée, puisque même si cet agent conversationnel a été benchmarké et qu'on a regardé tous les outils du marché qui permettaient de répondre aussi à cet enjeu de sobriété, d'une certaine manière, il a quand même un impact de consommation de données et bien sûr d'énergie derrière. Par rapport à son usage. Et donc derrière, les premières optimisations qu'on peut faire, c'est sur tous ces scripts. Donc est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils sont utilisés? Est-ce qu'ils sont optimisés? Donc les scripts JS de la page ne sont pas minifiés. Il y en a un qui n'est pas minifié. Donc on va, sans rentrer dans le détail, on va pouvoir l'optimiser et enlever tous ces caractères qui ne servent à rien dans le script et qui pourtant sont chargés quand on charge le fichier. Et puis certains de ces fichiers sont quasiment pas utilisés. Hein, c'est affiché peut-être de manière un peu petit, mais d'une certaine manière, il y a des fichiers qu'on pourrait aussi optimiser, puisque finalement, ils sont quasiment pas utilisés dans le fichier qui est analysé derrière. Donc, on pourrait se dire peut-être qu'on a chargé un gros fichier de script qui ne sert quasiment à rien dans la page, et donc des questions d'optimisation peuvent se poser, soit de redévelopper le script qui est utilisé pour ne prendre que ce qui est utile à mon besoin, soit pourquoi pas effectivement derrière de voir s'il n'y a pas un autre composant qui permet de remplir la même fonctionnalité par rapport à mon besoin. Les optimisations, après, il y en a de différents types. On peut optimiser les images. Ici, ça représente, on va dire, 15-16%. Donc ici, il y a ce qui a été fait d'ailleurs, c'est d'optimiser des formats images, puisqu'on avait une capacité d'optimiser, par exemple, sur un logo du ministère, de passer sur un format qui est plus, on va dire, optimisé en termes de trafic de données, on peut optimiser jusqu'à 94% de la place qui est échangée sur ce logo, et de manière générale, sur l'ensemble des formats images, qui représentent à peu près 200 cas sur ce chargement de page, on pourrait optimiser pour obtenir 87,9% d'optimisation. Donc on voit bien qu'ici, même si ce n'est pas l'enjeu principal, sur les 15% globalement de l'impact des données sur la page, on va pouvoir derrière optimiser quasiment 80-90% de l'espace, des données échangées pour construire ce chargement de page. Et puis ensuite, il y a aussi des micro-optimisations. Voilà, donc après, on peut descendre d'un niveau et on voit qu'il y a beaucoup de polices chargées. Il y en a 5 différentes. On pourrait les optimiser en en faisant qu'une seule, une police dynamique qui va permettre de ne pas charger autant de fichiers et de réduire aussi la charge sur le réseau. Voilà. Ça, c'est pour vous donner une idée dans l'analyse. Une fois que vous avez les étapes qui surconsomment, on va pouvoir rentrer dans une analyse un peu plus fine pour pouvoir derrière en dégager des bénéfices importants. Où sont les bénéfices importants? Et ensuite, bien sûr, quelles actions je peux entreprendre
qu'est-ce que je dégrade au niveau fonctionnel, éventuellement, qu'est-ce que j'optimise au niveau technique. Voilà, donc il y a effectivement derrière une analyse à intégrer pour passer à l'action. Derrière, il y a effectivement aussi sur la partie énergie, de la même façon, on va pouvoir derrière regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, on va générer par exemple sur un des indicateurs qui vont faire qu'une cellule de communication va s'ouvrir et se fermer sur un device qui va bien sûr afficher, mais il va aussi bien sûr finalement apporter de la donnée entre le serveur et puis le device, qu'il soit mobile ou fixe. Voilà. Et donc, cette ouverture de cellules va intégrer ces cellules de transmission de la donnée sur l'appareil, va aussi occasionner une surconsommation de cette électronique qui, derrière, va engendrer, bien sûr, une consommation d'énergie. Donc, l'objectif ici, c'est peut-être de regrouper les requêtes. On a beaucoup de requêtes, donc il faut probablement optimiser le nombre. On pourrait se dire, j'ai 43% qui proviennent des requêtes images. Peut-être on pourrait regrouper certaines images entre elles et ensuite pouvoir les assembler un peu mieux en local dans la page. On pourrait se poser la question derrière de mieux on va dire, de réduire le nombre de JavaScript ou peut-être de les regrouper. Voilà. Donc ici, derrière, on va rentrer dans une analyse technique, dans une analyse parfois fonctionnelle, pour savoir si des requêtes sont importantes, si je peux les enlever, parce qu'il peut y avoir des redondances. Dans les fonds qu'on a vus juste avant, on avait de la redondance sur une requête, donc cette requête, elle peut être évitée. On peut avoir des requêtes à regrouper, on peut avoir un certain nombre de choses. Et globalement, on peut aussi se poser la question sur les services tiers, comme on se l'est posé, pour se dire, effectivement, un composant, par exemple, agent conversationnel, eh bien, il va consommer plus ou moins. Donc, tous les services externes qu'on va intégrer dans les pages, qui vont nous aider finalement à construire le service à l'utilisateur, eh bien, on peut imaginer se benchmarker les solutions. Il faut qu'elles répondent à un fonctionnel, bien entendu, mais il faut aussi qu'elles soient sobres. Et donc, on peut tester ces solutions pour voir quelle énergie elles consomment, pour pouvoir ensuite intégrer celle qui correspond à mon fonctionnel, mais aussi à cette exigence de sobriété. Donc, la mesure va permettre, en conclusion, de démarrer, on va dire, de savoir où sont les endroits qui font mal, d'une certaine manière, dans mon parcours, les endroits où je passe souvent, mais aussi, et finalement, démarrer un début d'analyse qu'il va falloir ensuite creuser, se poser des questions techniques, fonctionnelles, ergonomiques, pour pouvoir optimiser ces 3 indicateurs qui contribuent à l'éco-score et qui vont permettre effectivement de réduire les impacts environnementaux de mon parcours et de mes applications. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je n'ai pas vu s'il y en avait sur le chat, mais je vais sinon laisser la parole à Richard. Donc Richard, la parole est à toi. Ok. Merci. Merci pour l'invitation, Brigitte, Nathalie, et puis ravi on fait de plus en plus de tables rondes avec Thierry, on ne se quitte plus. Du coup, pour rappel, donc, je suis chargé de mission numérique éco-responsable à la DINUM, et je vais vous parler un peu de nos différents travaux, et puis on va mettre le focus sur le référentiel. Alors, je vous sens un peu endormi, alors restez bien avec nous, puisque il y a une interrogation écrite pendant tout le webinaire, en fait, on va jouer. Il n'y aura pas de notes à la fin, on va jouer sous forme de quiz. Donc, restez attentifs, ça peut arriver à tout moment durant la présentation. Juste pour refaire vraiment le contexte, même si on en a déjà beaucoup parlé, c'est vraiment insister sur le fait que c'est la fabrication des équipements en tenant compte des différents impacts des indicateurs environnementaux c'est la fabrication qui concentre la majorité des impacts environnementaux. Et puis, si on regarde entre équipement utilisateur réseau, data center, contrairement à l'idée reçue que les data centers, c'est le truc gros et méchant, mais en fait, c'est les équipements utilisateurs qui concentrent la majorité des impacts environnementaux, tout simplement parce qu'ils sont les plus nombreux et parce qu'on les renouvelle les plus fréquemment. Voilà un peu, ça vous l'avez sans doute.
Alors, petite question déjà. Selon vous, pour lutter contre le gaspillage numérique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait interdire les forfaits Internet illimité? Est-ce que c'est plutôt le 2, héberger les services numériques chez un hébergeur neutre en carbone? Est-ce que c'est plutôt 3, réduire le nombre d'équipements, leur taille d'écran, allonger leur durée de vie, chasser les sources d'obsolescence, refuser les usages inutiles? Il y a toujours une faute inutile, il manque un S. Arrêter de faire du numérique et partir élever des chèvres dans le Larzac. Est-ce que vous avez la bonne réponse? Alors, je suppose qu'on peut interagir dans les questions. Oui, bon, après, je vous laisse 2-3 secondes. Je veux dire, dans les questions de... Ça risque de polluer un peu, non? Ou dans le chat. Ouais. Donc, a priori... On a une réponse 3 et 1. Ouais. Alors, 2 et 3. 2. Alors, la bonne réponse, c'est pas la 1, c'est pas la 2, effectivement. Pour lutter contre le gaspillage numérique, c'est surtout la 3, réduire le nombre d'équipements, leur tas d'écrans, etc. Après, vous avez le droit aussi d'aller élever des chèvres dans le Larzac, mais je suis pas sûr que ça réduise votre impact carbone. Donc, du coup, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fait au sein de la mission interministérielle numérique éco-responsable? Pas mal de choses, mais vraiment en synthèse, deux grands axes de travail. On n'est pas nombreux, on est une personne et demie, et voilà, on a un peu d'accompagnement. Dans un premier temps, on a l'accompagnement des ministères avec des plans d'action, on espère avec un bilan début 2023. Un plan d'action principalement sur le matériel, hein, l'allongement de durée de vie des équipements, mais aussi sur le logiciel, notamment à travers l'éco-conception, voilà, pas mal de sujets et d'actions globalement pour allonger la durée de vie des équipements. Et puis, on a voulu avoir des documents cadres de référence sur lesquels l'administration publique peut s'appuyer, mais au-delà, donc on a produit notamment avec l'aide de l'écosystème. Quand je dis l'écosystème, c'est l'INR, l'ADEME, Eco-Info du CNRS, l'INRIA. Je ne pourrais pas tous les citer, énormément d'acteurs, des acteurs privés aussi, des acteurs associatifs comme Halt à l'obsolescence programmée, c'est pas facile à prononcer. Notamment le guide des bonnes pratiques, c'est l'un des plus importants qui recense l'ensemble des bonnes pratiques pour établir son plan d'action au sein d'une organisation. Hein. Là, on n'a pas de plan d'action en titre individuel, on est vraiment sur le périmètre organisation, que ce soit des organisations publiques ou privées. Ce guide traite vraiment de tous les sujets, stratégie, sensibilisation, formation, mesures, réduction des achats, l'achat durable, services numériques, jusqu'à la fin d'usage, réemploi, etc. Et la bonne gestion des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et puis, un autre document plutôt dédié à acheteurs, je passe rapidement, mais voilà, c'est un ensemble de clauses environnementales et sociales, plutôt dédiées matériel bureautique, prestations intellectuelles et bientôt aussi logiciels, donc ça va nous concerner. Et on a pas mal de bonnes surprises, comme quoi c'est assez utilisé quand même si c'est un document assez technique. Donc, comme quoi, voilà, c'est très utile, heureusement, ce qu'on fait. Et puis, on a publié une petite boîte à outils. Je dis petite parce qu'on n'a pas voulu avoir une boîte à outils exhaustive avec 125 outils, mais vraiment une dizaine. Ceux qu'on connaît, ceux qui sont open source, libres, avec des licences libres. Et puis, d'avoir une variété d'outillage, notamment là beaucoup sur la mesure, l'évaluation. Alors c'est pas vraiment de la mesure, c'est de l'estimation, que ce soit sur le parc informatique, sur des pages web ou sur de l'usage cloud. Voilà. On n'a pas d'équivalent pour GreenSpector, désolé du coup. Thierry, vous voyez avec Thierry pour l'aspect mobile. Donc il n'y a pas encore d'outils open source dédiés. Et puis
je vais rentrer plus en détail sur ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est pour tous les concepteurs de services numériques, de logiciels, de sites web, d'applications mobiles. C'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques qui a été publié en version 1 pas plus tard que la semaine dernière, après une année de version bêta et de consultation publique qu'on a, voilà, on a rodé, on a affiné, et puis finalement, il était déjà assez stable. On a surtout reformulé quelques critères. On verra dans le détail tout à l'heure comment ça se présente. Alors, si vous avez bien suivi, normalement, vous avez la bonne réponse. Mais bon, la question, elle n'est pas très, très difficile. Quelles ressources n'a-t-on pas publiées? Est-ce que c'est le guide pratique pour des achats numériques responsables? Est-ce que c'est 2, le référentiel général d'éco-conception de services numériques? Est-ce que c'est plutôt 3, la boîte à outils libre et open source? Est-ce que c'est 4, le guide d'achat des cadeaux numériques pour un Noël éco-responsable? Je n'ai pas sorti mon pull de Noël. Normalement, vous l'avez. Hein. C'est effectivement le guide d'achat des cadeaux de Noël. On n'a pas encore fait ce guide, mais pourquoi pas? On va peut-être y réfléchir. De faire peut-être un calendrier de l'avant du numérique responsable, sait-on jamais. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'éco-conception? Donc, c'est une démarche pour, globalement, en fait, que ce soit pour les services numériques ou pour des produits, des biens et services, c'est une démarche pour réduire les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Et c'est une démarche sur tout le cycle de vie du service. Voilà, c'est une norme, c'est normé, etc. Et c'est surtout une démarche en amélioration continue. Pour l'éco-conception de services numériques, c'est le cycle de vie et il y a 2 significations. C'est cycle de vie en tenant compte de la fabrication, l'usage et fin de vie, mais c'est aussi cycle de vie, cycle de développement en fait. Phase de développement, mise en production, décommissionnement, etc. Alors, selon vous, intégrer les enjeux environnementaux dans la conception d'un service numérique, c'est avant tout réduire le risque de saturation des réseaux en 1. Est-ce que c'est 2, réduire la consommation d'énergie des terminaux? Est-ce que c'est 3, prévenir le risque d'obsolescence des terminaux? Est-ce que c'est 4, plutôt voilà, donner une image green, sauver la planète? Je ne vois pas forcément les... Ah oui, c'est dans les questions. Je vous donne quelques secondes. Alors, si vous avez répondu 1 et 2, non, enfin, c'est pas le principal enjeu. C'est effectivement prévenir le risque d'obsolescence des terminaux. C'est toujours le même enjeu, en fait. C'est allonger le plus possible la durée de vie des équipements. Faire en sorte qu'un service numérique, une application, un site web fonctionne avec les équipements les plus anciens possibles. Pourquoi ça? Parce que le logiciel contribue à l'obsolescence des matériels. On sait que la majorité des équipements qui quittent une entreprise, une organisation publique, en fait, ils fonctionnent, sont parfaitement fonctionnels, mais on les abandonne parce qu'ils rament. Et ça rame parce que les logiciels et services numériques qu'on utilise au quotidien sont de plus en plus gourmands. Et ça, Thierry en a parlé. D'ailleurs, on parle d'obésiciel, un mot valise entre obésité et logiciel. Effectivement, on a les logiciels, les sites web demandent de plus en plus de ressources informatiques. Et c'est vraiment ça qui fait que les utilisateurs sont un peu obligés d'en changer. Bien sûr, il y a les systèmes d'exploitation aussi qui contribuent. Malheureusement, on n'a pas forcément la main encore dessus. Sauf si vous passez au libre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, selon vous, l'éco-conception, c'est d'abord l'optimisation du code en 1. Est-ce que c'est plutôt 2, l'optimisation de la performance de l'application? Est-ce que c'est 3, une interrogation des besoins? Est-ce que c'est 4, une problématique réservée aux développeurs, développeuses? 5, retour au Minitel, dans le Larzac avec les déchets. Bon, celle-là, elle n'est pas facile. On a du 2, du 3. Cécile Petit, je suis très déçu que tu me dises 2. Spéciale dédicace à Cécile. Non, c'est pas l'optimisation de la performance de l'application, c'est une interrogation des besoins. Alors, dit comme ça, c'est pas évident, mais c'est un sujet qui est traité d'ailleurs dans toute la première partie du référentiel d'éco-conception. On a toute une série de questions qui permettent d'interroger le besoin.
Qu'est-ce que je peux dire? L'optimisation de code, non, c'est pas ça l'éco-conception. L'optimisation du code, c'est des bonnes pratiques normales, hein, on ne peut pas appeler ça l'éco-conception. L'optimisation de la performance de l'application, bah, c'est des bonnes pratiques de performance, hein, c'est pas de l'éco-conception. D'ailleurs, même améliorer la performance pourrait augmenter les impacts environnementaux de votre application. Donc, par contre, que l'éco-conception améliore la performance, dans ce sens-là, c'est plutôt vrai. Une problématique réservée aux développeurs et développeuses, pas du tout, et j'insiste, ça concerne vraiment tous les métiers liés à la conception du service numérique. C'est pas les développeurs qui décident si on met une vidéo en plein écran, en HD, en accueil de l'application ou du site web. Donc voilà, ça concerne vraiment tous les métiers, les chefs de projet, la MOA, les testeurs, enfin vraiment tous ceux qui sont partie prenante dans la conception de l'application. Nouvelle question, comme ça voilà, vous découvrez un peu en jouant ce que c'est l'éco-conception. Est-ce que c'est une démarche, une démarche d'éco-conception, c'est intégrer avec quelles autres bonnes pratiques? L'accessibilité numérique, en 1, 2, sécurité, 3, respect des données personnelles, 4, interopérabilité, 5, logiciel libre et open source, selon vous. Avec quoi on devrait l'intégrer, l'éco-conception? Je ne vois pas de réponse. Plutôt 1. Tout. Ah. Effectivement, c'est tout. L'éco-conception, en fait, c'est un complément à toutes les bonnes pratiques existantes. Et je dirais même, faites déjà bien les autres, notamment l'accessibilité numérique, et finalement, vous aurez déjà fait un premier pas vers l'éco-conception en questionnant les besoins et les usages. D'ailleurs, j'y reviendrai sur ce sujet. Alors, l'éco-conception, donc pour rappeler, on l'a vu tout à l'heure en question, ça permet à la fois de réduire la consommation de ressources. Donc, Thierry a fait un focus sur la consommation d'énergie et l'obsolescence de la batterie des équipements, et de retarder l'obsolescence donc des matériels. Mais il y a d'autres avantages à l'éco-conception. Ça permet d'améliorer la maintenabilité et la maintenance des applications, réduire les risques de cybersécurité, notamment en réduisant la surface d'attaque, en fait, en produisant des applications plus simples et plus robustes. Et puis, c'est aussi réduire la collecte des données au juste nécessaire, donc voilà, pour des questions de protection des données. Et puis, globalement, on pense que ça peut réduire les coûts de développement, tout simplement en se focalisant sur l'essentiel. Alors, si vous avez d'autres idées sur ce que ça peut apporter de plus, n'hésitez pas, je pense qu'il y a d'autres gains ou évitements que permet l'éco-conception. Alors, le référentiel d'éco-conception donc, a été publié la semaine dernière en version 1. Après une année de rodage et de mise en œuvre, quoi qu'il en soit, puisqu'on a eu la semaine dernière, lors de l'événement de lancement, on a eu des retours d'expérience de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique, de l'INSEE, sur sa mise en œuvre, et on en reçoit de temps en temps des services numériques, notamment au sein de l'administration publique, qui mettent en œuvre l'éco-conception grâce au RGESN. Alors, c'est quoi le RGESN? Donc, référentiel général d'éco-conception de services numériques. C'est composé de 8 thématiques: stratégie, spécification, architecture, UX, UI, contenu, front-end, back-end, hébergement. Vraiment, ça couvre l'ensemble des thématiques et du coup, peut-être aussi les métiers aussi concernés. Et puis, c'est 79 critères uniquement orientés sur la réduction ou la limitation des impacts environnementaux. Tout à l'heure, je disais effectivement que ça complète sur les enjeux sécurité, accessibilité, etc. Vraiment, on n'a été que sur les enjeux environnementaux. Voilà. Dès lors qu'on empiétait sur des sujets de protection des données, etc., et que ça existait déjà dans d'autres référentiels, voilà, on ne les a pas pris.
Et puis, c'est que des critères vraiment, c'est un cadre global. On n'a pas voulu se focaliser sur une techno, sur quelque chose, un concept particulier, mais c'est des critères qui sont vérifiables, génériques. Alors, générique, voilà, générique et intemporel. Dans le numérique, ça ne dure pas très longtemps, mais voilà. En tout cas, on ne se focalise pas sur une techno, un framework donné. Ou un langage de programmation donné. Enfin, voilà, on espère être assez large pour couvrir l'ensemble des sujets. Et puis, chaque critère, c'est une question à laquelle on répond par conforme, non conforme ou non applicable. Donc, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir faire des diagnostics et d'avoir un score. Comme je le disais en introduction, pour que ça soit dans une démarche en amélioration continue. Alors, obtenir 100% de critères conformes, c'est très très difficile, voire peut-être même impossible. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de s'améliorer. Alors, comment ça se compose un critère du référentiel? Ça se compose de cette manière. En fait, on a une formule générique de critères, et pour chaque critère, on a l'objectif. Pourquoi le critère permet de réduire l'empreinte environnementale? On ne donne pas d'ordre de grandeur parce que c'est très difficile, hein. Pour chaque critère, c'est pas possible de dire voilà, ça permet de réduire ton. C'est pas possible. Mais en tout cas, on dit en quoi ça pourrait voilà, réduire les impacts environnementaux, des exemples de mise en œuvre, et puis les moyens de test et de diagnostic. Alors, question. Comme ça va nous réveiller un petit peu. Quels critères ne figurent pas dans le référentiel général d'éco-conception de services numériques? Donc, comme ça, vous voyez, parmi les 4, il y en a 3 qui sont dans le référentiel. Est-ce que le service numérique est utilisable sur des terminaux datant de 5 ans minimum? D'ailleurs, ça a été reformulé dans la V1, donc il faudrait que je corrige ces slides. Est-ce que c'est plutôt 2... Ah bah du coup, j'ai donné une réponse. Donc la 1, elle y est bien dans le référentiel. Voilà, vous avez la réponse. Le 2, l'utilisateur décide de l'activation d'un service tiers, vidéo par exemple. Est-ce que c'est plutôt l'intrus? Ce serait le 3, privilégie les technologies standards plutôt que des technologies propriétaires. Est-ce que le 4, c'est proposer un thème sombre par défaut? Selon vous, l'intrus, donc qui n'est pas le 1, puisque j'ai donné la bonne réponse. Enfin, j'ai donné la réponse. Je vois qu'il y a une question UX/UI, c'est User Experience, User Interface. Voilà, c'est l'expérience utilisateur et puis l'interface utilisateur. Effectivement, vous l'avez compris, par défaut, c'est le thème sombre. Donc les 3 autres sont effectivement dans le référentiel. Le thème sombre, voilà, on a regardé ce qui existait, notamment GreenSpector, il me semble, vous avez fait une étude là-dessus. Voilà, pour nous, c'était un peu anecdotique. Ça ne permet pas concrètement de réduire les impacts environnementaux d'un service numérique. Faut être dans des cas très spécifiques, avoir un écran OLED, etc. Enfin, voilà. Du coup, non, thème sombre, si on vous vend, d'ailleurs, on a vu des offres commerciales qui vous vendent de l'éco-conception en transformant votre site clair en site sombre. Fuyez, comme c'est du greenwashing. Voilà, ça c'est dit. Alors, autre question, quels critères, pareil, on va chercher l'intrus, quels critères ne figurent pas dans le référentiel général d'éco-conception de services numériques? Cette fois-ci au sujet de l'hébergement, donc c'est la dernière thématique qui est dans le référentiel. D'ailleurs, l'une des plus difficiles à répondre, hein, parce que souvent on ne sait pas ce qui se passe côté hébergement. Est-ce que l'hébergement doit être signataire du code de conduite européen sur les data centres? Alors, pour vous aider, ce code de conduite, il existe vraiment. C'est un code de conduite proposé par la Commission européenne. Est-ce que c'est plutôt 2, l'hébergement doit être neutre en carbone, donc il serait l'intrus. 3, l'hébergement doit avoir une politique de gestion durable des équipements. Est-ce que c'est plutôt le 4 qui est l'intrus, qui fournit des indicateurs d'impact environnementaux? Je vois qu'il y a du 1, du 4. Alors, la bonne réponse, c'est la neutralité carbone. En effet, les 3 autres sont dans le référentiel d'éco-conception.
Le 2, non, parce que voilà, la neutralité carbone, on s'est appuyé sur un avis de l'ADEME qui dit que en fait, c'est un outil dédié à l'inaction, en gros. C'est acheter de la plantation d'arbres et puis continuons le business as usual sans trop se poser des questions, sans trop faire d'efforts. Donc, en l'occurrence, la neutralité carbone, c'est plutôt au niveau monde ou au niveau des pays pour les accords entre pays, mais surtout pas au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, la neutralité carbone ne peut pas être au niveau de l'entreprise. Donc pareil, fuyez comme la peste ce genre d'allégations. Après, pour évaluer la démarche d'éco-conception, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai parlé des différents outils. Vous avez également à la fois des outils côté front, Green IT Analysis, EcoIndex, etc. Vous avez des outils côté back-end comme Scaphandre. Donc tout ça, c'est dans la boîte à outils qui est publiée sur notre site. On n'a développé aucun outil, hein, on a juste référencé et dans quel cas d'usage des outils existants, dont la plupart sont français d'ailleurs, Cocorico. Puisqu'on profite d'un écosystème qui est très riche en France sur ce sujet. Voilà, j'arrive un peu à la fin. On a aussi publié un petit article, c'est pas un article finalement, ça s'est transformé en plusieurs pages, les synergies entre éco-conception, cybersécurité et protection des données. Parce qu'en fait, quand on parlait d'éco-conception, souvent on nous disait que non, on ne peut pas faire d'éco-conception parce que pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection des données. Nous, on a dit, en fait, non, il y a plein de points communs, il y a plein de bonnes pratiques en commun. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre site internet, dans la partie publication. Et puis, il y a des sujets qu'on aimerait bien développer, notamment la contribution du logiciel libre à réduire l'obsolescence des équipements. D'ailleurs, c'est en cours. On va sans doute publier prochainement une note à ce sujet. Et puis, pareillement, peut-être d'avoir un peu plus de méthodos sur l'éco-conception de services numériques et la prise en compte des enjeux environnementaux dans la conception, notamment de services publics numériques. Les questions à se poser au-delà du référentiel. Voilà pour le. Donc, juste un mot, vous retrouvez tous ces publications sur le site de la mission interministérielle. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une mission qui est copilotée par la DINUM, le ministère de la Transition écologique, même si nous, on travaille avec mon collègue Olivier Joviado, côté DINUM. C'est vraiment une mission interministérielle avec toutes les publications qui sont au niveau interministériel. Voilà, on a relayé notamment le rapport des impacts environnementaux du numérique en santé, produit par Brigitte et Nathalie notamment. Voilà. C'est un peu la gare centrale de tout ce qui se fait sur les enjeux environnementaux du numérique. Et puis je voulais finir par une petite conclusion sur quel numérique en santé nous voulons. J'ai repris quelques articles de presse. Je n'ai pas le contenu, mais je vous invite à aller regarder. Je voulais faire un focus là-dessus parce que au-delà de l'éco-conception, c'est vraiment, avant de réfléchir à éco-concevoir une application numérique en santé, posons-nous d'abord qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on a besoin vraiment de numériser et déshumaniser justement la santé? Petit florilège, donc les applications mobiles de santé utiles mais encore trop peu contrôlées, donc ça pose la question de l'usage des données de santé des gens en fait, notamment si on a des acteurs étrangers, les GAFAM, etc., qui rentrent là-dedans. Et puis voilà les outils qui déconnectent complètement patients et médecins, mais qui les connectent via des outils numériques. Hein. Donc le faux remède aux déserts médicaux, les cabines de téléconsultation qui frustrent patients et médecins.
médecine désincarnée. Et puis un truc très très drôle que j'avais vu passer. Enfin, je comprends pas trop. Si quelqu'un peut m'expliquer. Donc, il y a un diplôme universitaire métavers en santé en 2023. Brigitte, n'hésite pas à m'expliquer comment on Non, peut mais faire j'ai pas de réaction, j'ai pas de réaction là-dessus. Faudrait voir un peu le programme qu'il y a derrière. Après, ça. ça peut Ouais, être aussi des mots qui accrochent, mais en gros, ça ouais, parle sans doute, d'autre chose, sans hein. doute. Ça parle d'autre Mais chose, bon. c'est une métaphore. Et puis, voilà, des articles récemment qui posent le débat. Alors là, c'est plutôt une tribune. La santé qui se déshumanise de plus en plus et qui se privatise, en fait. Donc, voilà, les services publics qui disparaissent petit à petit sous couvert de numérique. Voilà un petit peu, je pose un peu le débat sur ce sujet. Ne déshumanisons pas la santé et peut-être questionnant vraiment l'usage du numérique et mettant du numérique évidemment avec parcimonie et de façon raisonnable. Voilà pour moi et voilà, je vais passer rapidement comme ça. On peut peut-être répondre aux questions. C'est un petit résumé, voilà, si vous voulez. C'est un petit à emporter. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Richard, merci Thierry et Nathalie, si vous voulez mettre vos caméras. Du coup, là, il n'y a pas eu de nouvelles questions, mais c'est toujours possible de les écrire maintenant, si vous le souhaitez, puisque vous avez eu la totalité de la présentation de ce webinaire. Donc Catherine Philippe, avec tout le numérique, nous allons tous devenir des SDF, des sans-papiers. Super présentation. Bon, c'est drôle. Merci beaucoup. Je pense que, Richard, tu as mis un climat humoristique dans ce webinaire. Donc là, tout le monde en rajoute. En tout cas, merci. Donc, on est tous des SDF, des SDP. Merci. Alors, Sébastien, pas de questions, mais un merci pour cette présentation. Voilà, merci à tous les orateurs. Merci pour votre attention. Et vous pourrez retrouver ce webinaire sur le site de l'ANS. L'enregistrement, bien sûr. En tout cas, je pense que vous avez les moyens de nous contacter. Si vous avez des questions qui vous viennent après, notamment, il y a eu une question, comment est-ce qu'on fait pour avoir un compte sur le service EcoScore? Bon, tout ce genre de questions, n'hésitez pas à nous solliciter par mail et puis on vous répondra si des questions arrivent plus tard. Donc là, c'est des remerciements qui défilent, mais pas réellement de questions. Du coup, merci pour votre présence. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Une petite question. Bonjour, il était question de référentiel éthique pour les ESMS au début de la présentation. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par éthique? Alors, je l'ai un petit peu ébauché à un moment où je l'ai dit. En gros, il y a des grands chapitres de notre point de vue pour caractériser l'éthique du numérique en santé. Il y a d'abord le numérique inclusif, c'est comment est-ce qu'on développe le numérique en santé de façon à ce qu'il soit accessible à tous, que ce soit d'ailleurs les professionnels de santé qui peuvent présenter des handicaps ou le grand public. Il y a cette question de la transparence des traitements et de tout ce qui tourne autour des consentements, à quoi on consent, est-ce qu'on est bien informé, etc. Ensuite, il y a un chapitre sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que, si on met en œuvre des modules d'IA dans des solutions numériques de santé, comment est-ce qu'on est vigilant sur la fiabilité des algorithmes, le fait qu'il n'y ait pas de biais, notamment des biais discriminatoires, puisqu'on sait que parfois, quand les intelligences artificielles sont produites par apprentissage sur des données qui ne sont pas représentatives de la population sur laquelle l'IA va s'appliquer, on a des biais. Donc ça, il y a des sujets là-dessus. Et puis, il y a un dernier sujet sur, justement, sobriété numérique et éco-conception. Donc, il y a ces 4 grands chapitres. Il y a une question également, Brigitte, dans le chat. Il existe plusieurs référentiels. Quelle synergie? Alors, où ça? Je ne l'ai pas vu, mais alors, plusieurs référentiels de quoi? Parce que moi, j'ai dit au début, effectivement, qu'il y avait des référentiels pour les systèmes d'information hospitaliers, établissements ESMS, applis de santé. Alors, peut-être que ça fait référence au référentiel d'interopérabilité et de sécurité.
Ah. Et donc, le référentiel éthique, ah non, il s'agissait d'autre chose, d'éco-conception. Ça, c'est plutôt une question pour Richard. Oui, d'accord. Je vois pas la question, comment mais faire le tri entre tous les référentiels d'éco-conception? bah justement, nous, on a voulu poser un cadre global avec le référentiel d'éco-conception de services numériques. Donc, je vous invite à plutôt utiliser notre référentiel. On nous parle de la spec AFNOR, GR400. Oui, l'AFNOR Spec. Alors, l'AFNOR Spec, nous, on a contribué pour plusieurs raisons. En fait, c'est déjà l'AFNOR Spec se présente d'une manière différente. C'est que c'est plutôt un cycle de vie de développement. Donc, comme je le disais, plutôt phase de développement, production et fin de vie. Et l'AFNOR Spec, pour nous, c'était une première étape pour aller au niveau de normalisation. Donc, c'est une spécification. Et là, on est en train d'échanger avec l'AFNOR pour la prochaine étape, normalisation qui risque de prendre pas mal de temps, puisqu'on nous annonce entre 2 et 3 ans au niveau international. Donc voilà, c'est une étape obligée. Mais dans l'idée, voilà, vous tracassez pas, vous prenez le référentiel d'éco-conception, vous retrouvez à peu près la même chose dans la FNOR Spec. Donc le RGESN, et j'en ai pas parlé, on a publié aussi un petit outil NumécoDiag qui permet de faire le diagnostic. Et puis on est en train d'échanger avec l'ARCEP et l'ADEME pour avoir un seul référentiel d'État qui était promis pour janvier 2024. Ce qu'on peut rajouter sur les référentiels en complément de ce que disait Richard, c'est que je pense qu'il est important de piocher dans le référentiel, et celui sur lequel Richard a travaillé me paraît effectivement une bonne base de travail. Ce qui est important, comme c'est un référentiel générique qui effectivement pose bien les bonnes questions et du coup intègre bien les pratiques sur l'ensemble du cycle de vie, on va dire, très en amont jusqu'à plus tard. Ce qui est intéressant, c'est de l'adapter à un contexte pour qu'il soit, on va dire, orienté sur un projet et sur le développement d'un service numérique. Donc, nous, ce qu'on a souvent tendance à préconiser, c'est de pouvoir, on va dire, passer sur l'ensemble de ces pratiques qui sont composées dans ces référentiels, mais d'affiner les règles pour qu'elles soient peut-être plus opérationnelles, en tout cas sur le projet, pour qu'elles soient aussi plus applicables parfois par les équipes et en fait utilisées dans le cadre des projets. Voilà. Donc c'est plutôt une manière de les contextualiser et de les rendre opérationnels dans les projets. Il y a d'autres questions? Non, je pense qu'on est arrivé au bout. Okay. Bon, en tout cas, ce que j'ai dit reste vrai sur la possibilité d'envoyer par mail les questions qui vous viendraient un peu plus tard. On vous remercie encore pour votre présence. Vous avez accès après en replay à ce webinaire. N'hésitez pas à le diffuser, à le partager avec les gens qui ne pouvaient peut-être pas être là aujourd'hui et qui seraient peut-être intéressés. Et on continue en fait cette aventure, en tout cas au sein de la DNS et de l'ANS. Et donc, on aura d'autres occasions de vous reparler de sobriété numérique et d'éco-conception, et notamment, probablement, avec l'autre EcoScore dont on a juste évoqué, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui pourra faire l'objet d'une présentation un petit peu plus précise, puisque, vous avez bien compris, puisqu'on a eu pas mal de questions sur les systèmes d'information ESMS. Donc, ça, c'est l'EcoScore des applis. C'est pas celui qui est le plus approprié à calculer l'impact environnemental d'un SI, d'un établissement, qu'il soit sanitaire ou médico-social. Voilà. Du coup, je laisse la parole aux autres orateurs s'ils veulent conclure. En tout cas, merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci Élodie. Au revoir.